ici présentes. Très bien, avant de passer à notre ordre du jour, vous me permettrez très rapide, je vous rassure, propos introductif sur deux sujets qui intéressent notre métropole. Le premier concerne le périmètre de celle-ci. J'ai coutume de dire en lui rendant hommage que Georges Lombard, en créant la communauté urbaine de Brest en 1974, ça a été une des premières communautés urbaines créées volontairement, après les 4 créées par la loi de 66, que Georges Lombard donc, avait eu raison, mais sans doute trop tôt, à un moment où la coopération intercommunale était encore balbutiante. Coopération à fiscalité propre, en tout cas. Et il a construit cette communauté urbaine, cette cube, comme on disait, autour de 8 communes. Créée plus tard, elle aurait sans doute été plus étendue. Deuxième réflexion, nous avons obtenu le statut de métropole de manière, je dirais, dérogatoire, même si d'autres ont profité de ce que nous avons fait, notre communauté urbaine ayant obtenu le statut de métropole. Nous l'avons obtenu de manière dérogatoire, donc en poussant un peu les portes, en forçant les portes, et avec aussi quelques complicités intérieures. Je ne suis pas certain, je ne suis pas du tout certain, que cela serait possible aujourd'hui. L'équilibre régional, la région Bretagne et au-delà du Grand Ouest exige qu'il y ait une métropole forte à la pointe de la Bretagne. La construction du pôle métropolitain du Pays de Brest s'est faite en étapes. C'est une réponse, mais une réponse partielle à cette question. C'est pour laquelle je me suis saisi de cette question, et j'ai saisi de cette question les présidents des communautés de communes formant le Pays de Brest. Je les ai réunis en séminaire début juillet sur une commune insulaire de la Val d'Orne, excusez-moi, mais ce n'était pas récent. Qui est autonome. Qui ne fait pas partie du Pays de Brest. J'ai donc réuni au début du mois de juillet les présidents, et la présidente, puisque Gaëlle Nicolas était présente, des communautés de communes formant le Pays de Brest pour réfléchir à cette question. Brest Métropole peut-elle élargir son périmètre? Et ça fait rire M. Pollard. Et au-delà de la réponse à cette question, qui est une réponse importante, comment approfondir nos coopérations? Cette réflexion s'est poursuivie durant tout le dernier trimestre de 2017 et nous continuerons à poursuivre cette réflexion. Nous avons ainsi, je vous en informe, nous avons prévu ainsi un déplacement courant février, début février, à Reims, pour voir comment et pourquoi une petite communauté d'agglomération, 6 communes à l'origine, autour de Reims, histoire un peu similaire à la nôtre, est passée avec une communauté urbaine, à une communauté urbaine de près de 300 000 habitants, avec 143 communes. Notre situation est certainement différente, nous le verrons sans doute sur place, mais leur expérience, comme peut-être celle de Cherbourg, un peu différente, avec fusion de communes et création d'une grande communauté urbaine, est, je crois, intéressante à analyser. Ici, sur le Pays de Brest, comme je m'y attendais quelque peu, les réponses sont un peu différentes. Certains privilégient la coopération à la fusion, c'est leur droit le plus strict, et ce n'est pas pour moi une sottise. Mais je me devais de poser cette question. Par contre, la proposition des élus de la communauté de communes de Crozon-Aulne-Maritime, puisqu'il y a eu fusion dans le cadre de la loi entre les deux communautés de communes de Crozon et de l'Aulne-Maritime, celle-ci faisant moins de 15 000 habitants, d'étudier l'hypothèse d'une fusion me paraît extrêmement intéressant dans une perspective gagnant-gagnant. Alors j'ai eu l'occasion de voir Daniel Moisan hier soir et quelques élus de la presqu'île de Crozon hier soir au vu du préfet. Nous allons nous mettre au travail ensemble très rapidement pour en analyser en lien avec les services de l'État, puisque les services de l'État sont informés, tous les tenants et les aboutissants. Je ne résiste pas à vous lire la presse locale de la presqu'île de ce matin, retraçant les vœux de Daniel Moisan en tant que président de la communauté de communes. La conclusion est ceci: le temps est venu de se poser la question de rejoindre la métropole brestoise, a enfin annoncé Daniel Moisan. Louis Ramonet, vice-président, sera à mes côtés sur ce chemin. Voilà, très belle conclusion. Deuxième dossier, plus rapide, mais tout aussi important. Après la décision de l'arrêt de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, que je n'ai jamais appelé l'aéroport du Grand Ouest, le Premier ministre a annoncé des compensations
exploitation, entre guillemets, pour le Grand Ouest, citant, paraît-il, même Brest. Madame Borne, ministre des Transports, sera demain à Rennes. Lors d'une rencontre mardi dernier avec Loïc Chédé-Girard, président de la région, je lui ai clairement indiqué, le message sera répercuté demain, je ne peux pas y être, mais Alain Masson y sera, et en lien d'ailleurs avec nos amis de Quimper, que la priorité des priorités était pour nous de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris en train, mais ceci avec des améliorations significatives à apporter sur les lignes infrarégionales, c'est-à-dire entre Brest et Rennes et Quimper et Rennes, parce que quand vous prenez le train, vous n'allez pas forcément toujours à Paris, vous pouvez vous arrêter à Rennes. Voilà. Et je pense que cette position sera unanimement partagée. Voilà, chers collègues, ce que je voulais vous dire en introduction, et peut-être il y a des demandes de parole sur le sujet ou sur un autre, Madame Macarante. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Depuis l'élection du président de la République, nous sommes mobilisés ensemble pour renforcer la sécurité du pays et le transformer. La gravité des enjeux économiques que le pays traverse, la gravité des enjeux de sécurité qu'il connaît, exige que nous restions rassemblés sur nos priorités. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. C'est par ces paroles que le Premier ministre a annoncé, le mercredi 17 janvier dernier, la décision du gouvernement. Puis viennent les lots de consolation. Vous l'avez un petit peu évoqué, Monsieur le Président, je vais reprendre le verbatim du Premier ministre. La garantie que Brest, que Nantes, que Rennes disposent de liaisons faciles avec les autres métropoles européennes et de mettre des liaisons rapides avec les hubs long courriers internationaux. Deuxièmement, le réaménagement de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Troisièmement, le développement de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Quatrièmement, la complémentarité rail-air, un enjeu pour les Rennais ou les Nantais, et donc, pour les habitants du Grand Ouest. Pour les Rennais et pour les Nantais, et donc, pour les habitants du Grand Ouest. Alors, quel impact de ces annonces pour la pointe bretonne et comment réagir? J'ai toujours considéré que ce projet d'aéroport était un élément d'une politique nationale d'aménagement du territoire, mais dont la localisation intéressait au premier chef Nantes et la Loire-Atlantique. En tant que conseillère régionale, je n'avais pas voté la participation de la Bretagne au syndicat mixte. Mon voisin de derrière s'en souvient, considérant que le budget régional devait donner la priorité aux infrastructures d'accès en lien avec la LGV, on en était à LNO-DPL, mais pas à la plateforme elle-même. Elle se demandait d'ailleurs, mais je ne suis plus au conseil régional, ce que va devenir la contribution de la Bretagne à cette affaire-là. Alors, le projet breton d'aménagement du territoire reposait en effet sur 3 piliers. Le ferroviaire, le routier et l'aéroportuaire. Pour le ferroviaire, il s'agissait, avec LNO-BPL, de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Un enjeu toujours devant nous. La LGV s'est arrêtée à Rennes et son prolongement jusqu'à Brest et Quimper a été abandonné en 2012. Pour la route, c'était l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la RN 164. En 40 ans, à peine 2/3 des 162 km de cet axe central ont été aménagés. Et en 2018, c'est au tour de l'aéroport d'être abandonné. Alors, sans doute, ce schéma d'aménagement n'était-il pas le seul possible? On aurait pu, en 2010, avant, imaginer peut-être un autre schéma global d'aménagement pour la Bretagne. Mais force est de constater que tant au niveau national qu'à l'échelon régional, nul ne porte une vision prospective de l'aménagement du territoire de la Bretagne, qui est pourtant une région périphérique en Europe, et plus encore lorsqu'il s'agit de la pointe bretonne. Aujourd'hui, et c'est là où je crois qu'il faut que nous soyons particulièrement attentifs, aucune véritable alternative n'est encore sur la table. Alors, le Premier ministre, et vous l'évoquiez, Monsieur le Président,
a demandé à Madame la ministre des Transports, je cite encore, d'étudier dans un délai de 6 mois les conditions de mise en œuvre de ces 3 chantiers qui se complètent et qui consistent, 1, à optimiser l'usage de Nantes Atlantique, 2, à mettre en réseau les aéroports régionaux, 3, à s'appuyer sur les lignes ferroviaires à grande vitesse pour rejoindre les plateformes aéroportuaires parisiennes. Il y a 3 chantiers, il n'y en a pas 4. 3 nouveaux chantiers dans lesquels la Pointe bretonne n'a pas encore toute sa place. On semble considérer à Paris qu'une fois les Rennais et les Nantais desservis, c'était la phrase que je citais tout à l'heure, le reste suivra. C'est oublié, comme souvent on oublie, que Rennes n'est que la porte d'entrée de la Bretagne. Monsieur le Président, vous avez œuvré, et vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, vous avez œuvré pour que Brest ait le statut de métropole. Nous y avons adhéré unanimement. Mais j'avais alerté pour que cela ne reste pas une construction administrative et que la priorité soit donnée au développement économique et à l'emploi. Pour cela, il faut en créer les conditions. Et l'une d'entre elles, c'est le désenclavement. Nous devons, dans l'exercice auquel Madame Borne doit se livrer, obtenir l'étude sur de nouvelles bases, non pas d'aménagement, mais d'une LGV, d'une LGV jusqu'à la Pointe bretonne. Voilà. Sur de nouvelles bases. Je pense qu'il faut partir sur de nouvelles bases. Alors, nous avons lu dans les journaux, et vous venez de nous en parler, vous en avez parlé sans doute au président des communautés, mais beaucoup d'élus n'en avaient pas entendu parler avant de lire le journal, que vous cherchiez à étendre le périmètre de la métropole. Monsieur le Président, pourquoi pas? Mais ne vous trompez pas de priorité. Bien sûr, l'appareil de la métropole, avec ses satellites, pourrait trouver un soulagement financier dans une extension de son périmètre. Mais cette approche bureaucratique et comptable n'est pas à la hauteur des enjeux. Le dossier attaché à la délibération numéro 15 sur la DSP Transport, que vous nous avez transmis ce matin, éclaire d'ailleurs le débat sous-jacent. Nous y reviendrons tout à l'heure au moment de l'examen du dossier numéro 15. Mais l'avenir de notre métropole dépend de son dynamisme économique et donc de son désenclavement. Alors, ce n'est pas le moment de baisser la garde. C'est sur un nouveau projet ferroviaire qu'il faut nous mobiliser avec tous les acteurs du pays de Brest, sûrement, de ses communes et de ses communautés, en lien aussi avec Quimper, comme avec les acteurs économiques et sociaux de l'ensemble du Finistère. Parce que dans le discours du Premier ministre, et c'est pour ça que j'ai cité la première phrase, la sécurité, bon, en dessous, s'il y a trop de troubles à l'ordre public, on ne peut rien faire. Bon. Donc, un élément important dans le projet que l'on pourrait porter ensemble, c'est de réunir les conditions de son acceptabilité locale. Voilà. Et donc, ce nouveau projet que j'appelle de mes voeux, dont il faudrait obtenir la mise en étude sur de nouvelles bases, il faut aussi qu'il soit dans un domaine d'acceptabilité locale. Alors, nous avons le chantier du SCOT qui continue à se dérouler avec des réunions maintenant qui arrivent à être de plus en plus décisionnelles. On y viendra sans doute prochainement. Mais ça nous a permis de constater qu'il n'y avait pas de réserve foncière sur les territoires de notre métropole, sur les territoires du SCOT, pour l'arrivée du LGV. Donc, bon, on ne va pas réécrire l'histoire, regrets éternels, voilà. Donc ça veut dire que le schéma d'aménagement nouveau que nous devons imaginer devra aussi tenir compte de ce fait-là. Donc, de la ligne qu'a donnée le Premier ministre, et on peut lire entre les lignes ce qu'il a voulu dire, et également de ce projet mobilisateur qui pourrait alors, dans un second temps, aller dans le sens du vœu que vous avez exprimé et que nous pourrions
dans l'avenir effectivement partagé. Alors il faut prouver au gouvernement que nous sommes capables de nous entendre autour d'un tel projet. Voilà une priorité pour la métropole, une priorité pour rassembler les énergies. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Dominique Cap. Oui, Monsieur le Président, juste une remarque sur la grande métropole. On voit effectivement que l'adhésion des autres communes n'est pas simple. J'ai vu comme vous les différentes positions avec position plutôt ouverte de la presqu'île de Crozon. Et je trouve ça assez positif de voir Louis Rabonnet et Nadine Moisan qui nous font toujours les mêmes vues sur la presqu'île de Crozon, être enfin d'accord sur un point, je trouve ça très bien. Mais ça nous amènerait que la métropole de plus années à conduit, avec ce problème de continuité territoriale, c'est réglé. Bon, la mer peut être un lien, effectivement, Voilà, ça fait le lien juridique. Voilà, donc ce que je pensais. Donc, mais voilà, et je pense qu'il y a des éléments qu'on peut mettre également dans la discussion. Ça permet de construire un pont entre Machida, entre les deux. C'est ça, entre la pointe de l'Armorique et le French. Je pense qu'il y a des éléments qu'il faut qu'on prenne en compte parce que pour faire adhérer à un projet, vous disiez presqu'île de Crozon, métropole gagnant-gagnant, on est dans un rapport entre la métropole et les autres clubs, c'est comme dirait Gainsbourg, c'est je t'aime moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a une fascination, attirance, répulsion qui existe et c'est-à-dire qu'on est tous d'accord de dire, tous, et pour écouter les collègues des autres territoires, dire que c'est important qu'il y ait une métropole, et on le voit dans les réunions du Pays de Brest, personne n'en met ça en cause. De là à passer une adhésion, à franchir le pas, donc qu'il y ait que le débat soit lancé, je crois que c'est une bonne chose. On le voit, le SCOT est un élément important effectivement pour fédérer déjà l'ensemble des territoires. Et j'ai passé beaucoup de temps, avec Christian Calves notamment, à aller expliquer les PLUI dans les communes et les intercos. C'était donc l'arrivée des... Alors, comme j'expliquais aux différents maires, les PLUI, moi je l'ai connu que ça, puisque la métropole, tout élu ici, nous n'avons connu que les PLUI, puisque nous étions déjà en PLUI, et j'ai expliqué aux élus des différents territoires que je n'avais pas le sentiment d'avoir moins de pouvoir sur l'urbanisation de ma commune que d'autres qui en avaient la compétence. Donc c'est énormément de pédagogie, ça fonctionne, et ça fonctionne beaucoup plus dans le Nord Finistère que le Sud Finistère, puisque aujourd'hui, je crois que quasiment tous les intercos du Nord Finistère sont passés ou vont passer en PLUI. Ce n'est pas du tout le cas dans le Sud Finistère, loin de là. Donc, on a fait un bout de chemin, le SCOT est en cours, les PLUI avancent. Il y a un autre élément, je pense, qu'il va falloir prendre en compte, c'est aussi c'est le phénomène des communes nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu des communes nouvelles dans le département du Finistère. On reste assez faible en termes de résultats par rapport à des départements comme la Manche, comme d'autres territoires. Des Côtes d'Armor, bien sûr, qui ont énormément avancé. Les services les associations de maires et d'élus ont été moteurs, mais les services de l'État ont été très moteurs également sur Côtes d'Armor. Je vais pas dire un peu moins sur le Finistère. Donc ce phénomène des communes nouvelles peut aussi permettre, vis-à-vis de certains territoires, d'avancer. Alors c'est vrai que c'est... on va en parler, on va relancer ce sujet des communes nouvelles, notamment dans le cadre des communes du Finistère en octobre. Mais je comprends que c'est pas simple pour un maire à 2 ans de municipal d'aller parler d'une fusion de communes. C'est pas forcément la meilleure période. Il n'empêche que c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte. Donc si un jour on veut continuer et poursuivre l'élargissement de la métropole, et j'étais hier au comité directeur des maires de France, et c'est vrai qu'on peut s'inquiéter pour certains territoires en France, pour écouter beaucoup de collègues dans différentes régions. On va vraiment avoir 2 poids 2 mesures et des territoires qui vont vraiment avancer, d'autres qui risquent de décrocher. Il faut à tout prix évidemment éviter d'être dans les territoires qui vont décrocher. Pour ça, je pense que ce côté attirance, répulsion, il faut qu'on arrive à montrer que la métropole ne fait pas peur, et donc qu'elle donne envie. Il faut que,
doivent tous y travailler, hein, montrer que la métropole fait envie, qu'il faut que les communes d'à côté aient envie d'y venir. Alors, la presqu'île de Crozon, c'est par le désenclavement, pas que, mais notamment le désenclavement qui trouve l'intérêt. Les autres territoires, il faut qu'on trouve des angles d'attaque pour que les autres territoires aient envie de nous rejoindre. Et maintenant, vous avez le mérite d'avoir mis le débat sur la table. Voilà, on sait que ça ne sera pas en un jour. Pour vous raconter l'anecdote, la 8e commune dans les 8 à avoir... C'est ce que j'allais dire. Je vous raconte ça pour une histoire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La 8e commune à avoir rejoint la métropole, la commune de Rennes à l'époque, c'était Plougastel, puisque Job Aléjac, alors maire, était copain de Georges Lombard. Il fait un vote le samedi matin, et nous sommes 123, 27, peu importe, mettons 23. Il y en a 14 qui votent contre, 14 qui votent contre, 13 qui votent pour. Ils font un repas le midi, ils refont un vote l'après-midi, 14 qui votent pour, 13 qui votent contre. Et nous sommes rentrés dans la communauté urbaine comme ça, vous voyez, et ça fait 40 ans que nous y sommes. Voilà. Donc, j'espère qu'on réglera pas ça seulement par un repas à Roger. C'est pas interdit. Ça se fait après. En tout cas, voilà. Faire envie, s'appuyer sur les communes nouvelles et sur des projets qui font adhérer et qui donnent vraiment envie aux Comcom d'à côté de nous rejoindre. Merci. Oui, vas-y. Merci Monsieur le Président. Simplement pour prolonger les propos qui ont pu être tenus jusqu'ici, je crois qu'il est très important qu'on rappelle, comme vous avez dû le faire Monsieur le Président, les circonstances de la création de Brest Métropole. Dans cette Assemblée, il y avait une certaine forme d'unanimité, et je crois que l'échelle aujourd'hui, vous l'avez rappelé, c'est le Pays de Brest. Il y a des convergences, il y a des divergences. Il doit y avoir véritablement des politiques structurantes entre les différentes communautés. Il y a quelques expérimentations qui pourraient être données, je pense, pour convaincre, pour aller plus loin. Et vous le rappelez, nous le rappelons suffisamment souvent, les grands épilements sont aujourd'hui sur la métropole, sur Brest. Brest attire, Brest Métropole attire. Il faut convaincre justement que c'est non pas une aspiration du territoire, mais un rayonnement. Et il y a une véritable urgence à cela, parce qu'on a eu l'occasion d'en échanger. On voit qu'il se passe quelque chose de très important à l'Est, notamment sur Rennes. VGV fait qu'il y a des investissements colossaux actuellement, je lisais dans la presse récemment, près d'1 milliard d'euros publics, privés confondus, dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare de Rennes. Et il est important, je pense, qu'à chaque échelon de notre territoire, du Pays de Brest, que chaque communauté ait conscience de cela, parce que si nous n'arrivons pas ensemble à passer les vitesses de façon plus rapide sur le levier vitesse, le risque de décrochage est encore plus grand. Et nous le voyons, le poids du Finistère, eh bien, il est tout relatif, il va le devenir encore plus parce que sans route, sans rail, sans modalité aérienne intéressante, on risque justement d'être encore plus dans un poids relatif et de progressivement perdre ce pouvoir de conviction qui était le nôtre jusqu'ici. Donc moi je rejoins les propos qui ont pu être tenus et l'idée c'est véritablement d'aller convaincre les présidents de communautés et les communautés. Dominique a rappelé ce travail qui avait pu être fait autour des PLUI pour rassurer, et je crois qu'au-delà des divergences et au-delà des étiquettes ou des sensibilités politiques, les enjeux sont très importants, et je pense pouvoir dire que nous sommes un certain nombre d'élus et de maires à partager la vision qui a été évoquée ici. Merci. D'autres demandes de parole? À la nation, peut-être pour d'autres précisions? Oui, quelques éléments concernant la LGV, la problématique de la mobilité et de la pointe bretonne. Tout d'abord, vous avez eu l'occasion, Monsieur le Président, de rencontrer Mme Borne le 5 janvier. Bon, c'était avant l'annonce du Premier Si j'étais atteint d'une grippe aiguë, je me suis obligé d'être là. Ce qui nous a permis, dans un entretien qui a duré presque 2 heures, de présenter un peu toutes les problématiques qui se posent à nous sur la mobilité et en particulier, bien sûr, la problématique de la mer, de l'air et du rail. Donc le dossier de Mme Borne a sans doute en mémoire cette réunion et donc les problématiques qui ont été défendues par vous-même lors de cette réunion. Je suis d'accord avec Mme Malgorn quand elle dit qu'il faut revoir les bases. Je rappellerai que nous avons commencé
ce grand chantier du ferroviaire par une organisation qui s'appelait LNOB, c'est-à-dire Ligne Nouvelle Ouest-Bretagne. C'était il y a quelques années. Puis est venu un nouveau acronyme LNO-BPL, avec donc Pays de la Loire, ça bien sûr dans le cadre d'une ligne nouvelle qui pouvait passer de Rennes à Nantes par l'aéroport, nouvel aéroport de Nantes. Donc nous ne sommes plus dans ces conditions, puisque l'aéroport a été abandonné. Donc nous aurons à nous poser, alors maintenant c'est un peu tout chaud, donc, mais je pense qu'on aura à se poser pour la Bretagne, pour les décideurs bretons, quel est le cadre susceptible de poursuivre, qui pourrait être intéressant de poursuivre sur la problématique de la mobilité en Bretagne. Moi je pense qu'il faut le poser à un moment ou à un autre, puisqu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes eaux et dans les mêmes horizons. Concernant la LGV, alors, moi j'ai entendu Mme Magone, elle parle d'une LGV à la pointe bretonne. Alors c'est une LGV ou c'est deux LGV, enfin, pour l'instant notre discours il est identique depuis de nombreuses années, c'est qu'on est sur un système de Brest-Quimper à 3 heures de Paris, et pour l'instant on reste sur ce schéma-là. Alors c'est vrai que ça pénalise un petit peu le coût du dispositif, parce qu'on fait deux LGV, deux lignes, donc un peu plus cher enfin, 2 fois plus cher qu'une ligne. Donc à ma connaissance, on reste sur l'idée quand même de travailler Quimper-Brest main dans la main par rapport à ce dossier parisien, par rapport à Paris. Par contre, ce qu'il faut aussi tenir compte du fait que, avec l'arrivée de la LGV sur Rennes, on a fait la moitié du chemin. C'est-à-dire qu'on demandait 3 heures de Paris, on est maintenant à 1h30, hein, pour faire simple. Rennes est à 1h30 de Paris, donc il nous reste 1h30 à gagner sur le tronçon Rennes-Brest ou Rennes-Quimper. Donc je crois que c'est aussi dans le discours sur les nouvelles bases, c'est aussi à intégrer. Sur la problématique du foncier, je crois que, à ma connaissance, on a toujours défendu l'idée que la ligne, elle était, grosso modo, c'est la ligne qui existe actuellement. Enfin, il peut y avoir bien sûr des lignes nouvelles, mais l'arrivée sur notre métropole, elle se fait en gare de Brest et non pas à l'aéroport. On a toujours décidé, enfin, M. le Président, a toujours défendu l'idée que la gare de Brest était à Brest et non pas à l'aéroport. Je pense que c'est aussi important. Enfin, je voudrais, concernant 2012 et l'abandon du dossier, pour qu'il y ait abandon, il aurait fallu qu'il y ait un choix de fait à l'époque. Or, ce qui s'est passé en 2012, à quelques mois des élections présidentielles, c'est qu'on a eu un catalogue de tous les dossiers, enfin de toutes les possibilités de lignes qui pouvaient être réalisées, qui étaient demandées par les diverses instances, des régions en particulier, que ce catalogue n'a jamais été financé, et que bien sûr, notre ligne faisait la LGV Rennes-Brest et Rennes-Quimper, oui, faisait partie de ce dispositif. Donc il n'y a pas eu d'amendement, du moment qu'il n'y a pas eu de choix de fait à l'époque, puisque le catalogue était 10 fois plus supérieur à ce que la SNCF et l'État pouvaient financer. Donc voilà, Monsieur le Président, un petit peu la situation. Je crois qu'effectivement, c'est un peu tout chaud avec l'abandon de l'aéroport, nouvel aéroport de Nantes, mais d'ores et déjà, vous avez pris langue avec le président de la région pour avancer le dossier, avec la présidente du département. Je crois qu'il faut continuer à travailler dans cet esprit-là, et en n'oubliant pas nos amis Quimper. Bien, s'il n'y a plus d'autres demandes, oui, madame maintenant. Oui, petite précision, donc effectivement c'était inscrit dans le SNIT de 2011, hein, le schéma national des infrastructures de transport, qui effectivement était surbooké, c'est une réalité. Il n'empêche, le fait qu'était inscrit Le Mans, Brest, en passant par Rennes, Brest et Quimper, ça pouvait
autorisé, puisque c'était dans un schéma national, à faire par exemple, à commencer par exemple, par Brest-Rennes. Vous voyez, c'est important d'être dans un schéma, ça n'est pas du tout négligeable d'être dans un schéma. Et il y a certaines régions qui, à la faveur de l'inscription de certaines infrastructures dans ces schémas, qui n'apparaissaient pas forcément au bureau du ministère de l'Équipement comme étant l'investissement prioritaire, et qui, moyennant une mobilisation régionale et locale, ont pu faire progresser. Donc, il ne faut pas négliger l'inscription dans un schéma. Ce n'est pas seulement un catalogue, c'est aussi une déclaration d'intention qui, évidemment, appelle ensuite des financements. Des financements, oui, mais peut-être même avant la volonté locale, avec les réserves foncières, l'acceptabilité locale. Et Notre-Dame-des-Landes nous en montre l'exemple. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, il ne suffit pas d'avoir les réserves foncières, il faut aussi l'acceptabilité locale. Et ça se construit. Ça se construit. Et ma foi, c'est une œuvre à laquelle nous pouvons tous participer. Tout à fait. Après, pour compléter, la revendication n'a jamais été une ligne nouvelle, entièrement nouvelle, entre Rennes et Brest. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une réserve foncière le long de la voie express, qui arrive jusqu'à l'aéroport. Et moi, j'ai toujours refusé l'idée que la gare de Brest, Alain Masson l'a évoqué, soit déplacée près de l'aéroport. C'était pas mon propos. Non, je le dis, je dis pas. Vraiment, j'ai toujours, c'est une question qui a été évoquée à plusieurs reprises. Pour moi, la gare de Brest doit rester là où elle est, ne serait-ce que parce que je pense que la majorité des passagers qui arrivent à Brest en train viennent du TER pour des transports quotidiens. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas avancer l'idée, parce que financièrement, ça ne tiendra pas la route, c'est vrai, ça pourrait, d'une ligne nouvelle entièrement nouvelle entre Rennes et Brest, parce que si on le fait et qu'on oppose Brest et Quimper, je ne suis pas du tout certain que Brest soit gagnant. Parce qu'en complément, il y a l'aéroport. L'aéroport de Quimper, excusez-moi, il doit faire 80 000 passagers, le nord fait plus d'1 million. S'il y en a un à supprimer, ça serait plutôt celui de Quimper que celui de Brest. Et donc dans ce débat, si on dit une ligne nouvelle de TGV, je crains que ça soit plutôt celle du sud que celle du nord qui l'entend. Voilà, donc, et les études, on va les reprendre, les études elles sont connues, il y a des chartes, c'est autour de Pontoux, etc., qui peuvent permettre, même sur une portion de ligne nouvelle, de mettre notre ville et celle de Quimper, sur une autre portion, à 3 heures de Paris. Ça, c'est la revendication. La revendication, c'est pas de mettre Brest à 2 heures de Paris, comme Bordeaux l'est, avec une distance à quelques kilomètres près qui est comparable. Voilà. On va arrêter là, mais on peut tomber d'accord au moins sur ce dossier. Bien, je propose de...